à tous et bienvenue sur Ciel TV. Je suis Jeanne Baron et ravie d'être avec vous pour cette émission, cette table ronde assez exceptionnelle avec 3 experts tout aussi exceptionnels. Alors les nouveaux modes de distribution voient le jour pour fournir, vous le savez peut-être, aux consommateurs des alternatives à grande distribution. Il y a notamment de la vente en vrac, des drives, des e-commerce, des circuits courts. Mais quelles sont les opportunités qui se présentent à nous aujourd'hui? Quelles vont être les grandes innovations? Mais surtout, quelle place pour le digital? Autour de cette table, Jean-Michel Balaguer du groupement des Mousquetaires, merci et bienvenue à vous. Olivier Dauvert, éditeur qui lui donne des petites astuces quant au micro. Bienvenue Olivier. Bonjour. Vous êtes un adepte de ces tables rondes. On aime beaucoup vous recevoir ici. C'est gentil. Toujours taquin. Ah, c'est gentil. Pas encore, mais ça va là pour l'instant. Et Nicolas Nouchy, merci beaucoup Nicolas d'être avec nous. Merci. Vous êtes le directeur général CHD Expert France. Tout d'abord, je vais me tourner vers vous, Monsieur Balaguer, parce que vous représentez le groupement des Mousquetaires. On imagine que ces modes de distribution, ils sont tout le temps en train d'évoluer. On est notamment à l'ère du digital où les innovations font partie quotidiennement de notre vie. Où est-ce que vous en êtes concrètement chez les Mousquetaires? Alors, concernant le groupement des Mousquetaires, l'innovation est effectivement un élément de notre ADN et je dirais qu'il faut qu'on arrête peut-être déjà, avant toute chose, de mélanger systématiquement innovation et digital. Le digital est un élément important, le digital nous bouscule et je crois qu'on va pas mal en parler. Pour autant, avant ça, il y a toutes ces tendances que l'on constate aujourd'hui, du retour au local, du retour à un mieux manger, tous ces paramètres à la fois de santé sur l'aliment, d'une autre façon d'appréhender l'aliment, peut-être demain avec des formules un petit peu différentes, je ne sais pas comment vous allez nous questionner là-dessus, mais effectivement, aujourd'hui dans le groupement des Mousquetaires, le premier des constats, c'est ce retour au local, c'est ce retour sur, sans parler réellement de circuits courts, de la nécessité d'avoir des choses à raconter. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Monsieur Balaguer, je me permets d'intervenir, le circuit court, c'est d'aller directement chez son commerçant, chez son producteur. Sans nécessairement aller chercher aux petits producteurs du coin, même si on essaye de le faire, et c'est fort bien. C'est effectivement essayer de réduire les intermédiaires. Mais c'est aussi essayer d'avoir dans nos points de vente, je vous disais, des gens qui ont une histoire, des gens qui ont à un moment donné réellement autre chose à raconter que des marques marketing qui sortent d'on ne sait où parfois. Mais vous savez, c'est assez récent finalement qu'on parle d'innovation dans le commerce. Olivier Parce Dauvert. que il y a 20 ans, on n'aurait jamais fait une table ronde sociale sur le sujet de l'innovation-distribution. Vous ronronniez les uns et les autres, on avait des circuits bien établis, les supermarchés se développaient gentiment, les hypermarchés aussi. Et c'est finalement assez récent, ça a une petite dizaine d'années, que vous, les acteurs historiques, j'allais dire le canal historique, vous êtes challengés par des nouveaux arrivants, c'est finalement assez nouveau. On ne parlait pas de drive il y a 10 ans, on parlait très peu de circuits courts, on ne parlait pas de vrac, on parlait d'hypermarché, de supermarché comme étant le circuit qui déroulait gentiment et qui s'imposait petit à petit. C'est vrai, de notre côté, on avait aussi, par exemple, on a été les premiers à mettre le prix kilo sur les produits. On a été, je veux dire, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça... Sans faire offense, c'est de la micro-innovation, ça ne bouleverse pas les circuits. Oui, je vous ai dit qu'Olivier Dauvert était taquin, je vous ai prévenu. C'est très bien. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le canal historique qui est menacé par des micro-canaux qui, quand on les prend individuellement, ne pèsent pas lourd. Même le drive en tant que tel, qui est probablement le plus gros de ces canaux, pèse 5 milliards, ça ne fait jamais que 5%. Oui. Voilà. Donc, aucun de ces canaux pris individuellement ne va renverser le modèle historique. Par contre, quand on les additionne tous, ça commence à gratter dans le dos et ça leur fait mal. Mais par ailleurs, je me tourne vers vous, Nicolas Nouchy. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette émergence, cet engouement vers les circuits plus courts, vers ce que vient de nous expliquer Olivier Dauvert? Alors moi, je vais plutôt le voir d'un point de vue hors domicile, parce que c'est plus un univers qui me concerne. Mais il y a un parallèle évident en fait là-dessus. Même la restauration aujourd'hui va vers des circuits courts. Aujourd'hui, la restauration, parce que le consommateur le demande, va vers une production qui évite le grossiste et qui va directement vers le producteur, va vers du local, va vers aussi du bio quand c'est possible, du sans gluten quand ça s'y présente de plus en plus. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité aujourd'hui de réduire le parcours pour rassurer le consommateur. Parce qu'au bout du bout, c'est le fait de rassurer le consommateur qu'on retrouve en hors domicile. Ce n'est pas la même perspective en grande distribution, puisque
En grande distribution, on est plutôt dans une dimension de multiplier les activités pour attirer le consommateur. Et a priori, dans ce renouveau, effectivement, la grande distribution diversifie ses moyens d'accès et d'accession à la consommation. Mais Olivier Dauvert, est-ce que c'est pas la fin, sans vouloir tirer tout de suite la sonnette d'alarme, mais des grands supermarchés, des grandes enseignes? Est-ce qu'on ne repense pas à notre... Alors, voyez, moi, je suis le premier à dire que la somme de ces canaux commence à les embêter, à gratter dans le dos. Je veux dire, pour autant, un peu de raison. Les hypermarchés, les supermarchés, ça représente toujours plus de 90% de l'approvisionnement alimentaire des Français. Allez faire les courses un samedi matin, vous allez voir le nombre de clients qu'il y a dans son bouclard. C'est un supermarché, un bouclard. Hein. Oui, supermarché égale bouclard. Bouclard égale supermarché. Pardon, c'est un peu familier, je vous l'accorde. Mais en gros, c'est pas parce que de nouvelles formes de vente émergent qu'on peut chroniquer dans l'instant le renversement des précédentes. Il faut un peu de raison. On est sur une activité avec ce qu'on appelle une très forte résilience. Les habitudes de consommation sont souvent générationnelles. Et donc, avant que l'hypermarché, le supermarché soient renversés, il va se passer quelques générations. Pour autant, aucun d'entre eux ne peut prendre le risque, année après année, de perdre 1 ou 2% de leur activité parce que le modèle historique de la distribution alimentaire est un modèle de volume. Donc, dès lors que vous avez moins de volume aujourd'hui que hier, votre modèle est attaqué et au final, c'est votre rentabilité qui est menacée. Donc, ils ne peuvent pas attendre de perdre 20% de leur business pour réagir. C'est pour ça qu'Intermarché, mais comme d'autres, mais là, dans le cas présent, Intermarché vous dit spontanément, l'innovation est au cœur de notre stratégie. Il a raison, parce qu'il n'a pas le choix. Mais alors justement, Jean-Michel Balaguer, très concrètement, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il y a notamment le Clean Label, et ça, on va s'en parler, parce que M. Nouchi nous a dit qu'effectivement, les gens, aujourd'hui, veulent réduire les intermédiaires, ils veulent savoir ce qu'ils mangent, ils ont envie de prendre soin d'eux, et ce Clean Label arrive chez vous, au Grand des Mousquetaires. On disait, on a envie de manger local, on a aussi envie de manger plus sain. On a développé, alors ça avait été primé, je crois, au CIAL l'année dernière, et on continue à développer une gamme de produits qu'on avait appelé les essentiels, qui étaient des produits bruts. Cette année. L'année dernière déjà. L'année dernière, on avait lancé toute une gamme de yaourts sur les essentiels, et cette année, on lance effectivement tout ce qui est légumes. Mais voilà, tout ce qui est purée, etc. Et donc là, on a fait un gros boulot là-dessus. On a aussi essayé de faire un gros boulot là avec les consommateurs, en faisant goûter, par exemple, toute une série alors, notamment de produits laitiers, notamment de yaourts, en essayant de baisser le taux de sucre. En disant, allez, on regardait, on appelait ça la détox. C'était un petit peu fort peut-être. Mais sans les remplacer par des aliments additifs? Sans les remplacer, juste en disant, on descend. Et on s'est aperçu qu'on arrivait à satisfaire le client en baissant de 30%. C'est pas mal. Donc 30%, c'est énorme. Et là, on va lancer donc toute une gamme de produits suite à ces tests-là qu'on a fait donc sur une dizaine de points de vente de la région parisienne. Et on va lancer ces produits-là. Donc là, c'est pareil. Il y a une vraie démarche aujourd'hui de dire, OK, le client, on le remet au cœur de tout ça. Il a une envie qui est de savoir d'où vient le produit. Et là, c'est vrai que le fait qu'on soit producteur commerçant, donc à un moment donné qu'on ait un certain nombre d'industries agroalimentaires, nous permet d'essayer de remonter le plus haut sur la chaîne. Et vous parliez de Clean Label, l'idée c'est quoi? C'est à un moment donné d'être capable de dire au client, voilà d'où vient votre produit, voilà jusqu'où on est allé dans la chaîne pour arriver à vous certifier que ce produit est propre, sain pour vous. Et par ailleurs, est-ce que le packaging en fait également partie? Parce qu'on pense à tout ce qui est déchets, on pense à tout ce qui est environnement, et est-ce que durant cette initiation au Clean Label, vous avez également pensé à réajuster, à repenser les packaging? Alors, on a essayé par exemple d'enlever le packaging sur les yaourts. D'accord. En fait, il s'avère que quand on enlève sur les yaourts, on divise les ventes par 2. Donc aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc il va falloir essayer de trouver d'autres solutions avec d'autres types d'attaches. Après, on a une autre problématique aussi. On parlait de manger plus sain, mais on a aussi l'envie de clients qui veulent manger plus sain, mais qui veulent aussi qu'on leur ait facilité la tâche. Donc faciliter la tâche, ça veut dire préparer les produits en amont. Qui dit préparation de produits en amont, dit on remet de l'emballage. Donc à un moment donné, c'est super parce que vous allez venir, par exemple, dans mon point de vente et vous aurez une viande, un légume, une sauce et une recette. Il n'empêche que pour emballer ces 3 produits, j'ai quand même été mettre de l'emballage. Mais au-delà de ça, je me permets de me tourner vers vous, Nicolas Nouchi. Aujourd'hui, il y a des alternatives à l'emballage. On voit notamment dans des grandes enseignes que je ne vais pas nécessairement citer, ces espèces de grosses machines sur lesquelles on peut se servir nous-mêmes, un peu comme il existait déjà aux États-Unis il y a quelques années. Oui, alors là-dessus, si vous faites allusion aujourd'hui à la possibilité de se servir, la possibilité de... Là aussi, on est en train de rapprocher finalement le consommateur par rapport au producteur. Ça paraît complètement absurde, mais quand je vais dans un rayon bio, d'une épicerie bio par exemple, ou quand je vais dans un rayon d'épicerie classique en grande et moyenne surface, et que j'ai la possibilité de me servir en graines ou en n'importe quel type de produit, j'ai l'impression que le producteur me le met directement dans la main.
c'est le consommateur qui a cette réalité-là en face de lui. Donc effectivement, le packaging peut être une possibilité pour essayer de le rapprocher encore plus du consommateur final, enfin du producteur, le lien entre le producteur et le consommateur final. Mais je voudrais rajouter un petit point qui est intéressant et qui rejoint ce que vous disiez, le fait de dire qu'aujourd'hui, effectivement, les gens continuent d'aller dans les hyper et les supermarchés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la grande et moyenne surface a bien compris une réalité il y a une dizaine d'années, c'est qu'il fallait prendre le virage d'aller vers une dimension de plus en plus artisanale et une proposition qui soit des vrais concurrents directs par rapport à la boulangerie, aux épiceries, aux univers que je suis régulièrement dans mon activité. Et on se rend compte qu'effectivement, cette réalité-là, elle est très forte parce que finalement, un consommateur, le samedi, quand il va dans un hypermarché, il croise un vrai boulanger, croise un vrai traiteur, il croise des univers qui finalement lui donnent envie et lui donnent l'impression qu'il est dans un véritable marché. Et je crois que tout ce travail, le packaging aidant également, et puis une multitude d'autres services complémentaires, feront qu'il y aura toujours un vivier de consommateurs qui continueront d'aller dans ce type de point de vente. Olivier Dauvert, comment est-ce qu'on l'explique ? On appelle ça la réalimentarisation de la grande surface qui, pendant les 20 ou 30 premières années de sa vie, était parti de l'alimentaire et a amélioré son attractivité avec le non-alimentaire. C'est parce que je faisais une promo à tout casser sur la machine à laver que les clients venaient chez moi. Sauf qu'aujourd'hui, la machine à laver, c'est bon, ça fait plus bander personne, pardonnez-moi l'expression. Et désormais, la réalimentarisation, c'est les magasins qui se disent « je veux être le temple de la bouffe ». Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais le résumé, c'est ça. C'est être un temple de la bouffe parce que tous les clients, pour une partie de leurs achats, sont prêts à monter très haut en termes de niveau de gamme. Attention à ne pas entendre tous les clients pour tous leurs achats. Non, c'est tous les clients, mais pour une partie plus ou moins grande de leurs achats. Et donc, quand ils développent des produits préparés, des produits avec des labels, ils répondent à ces clients-là qui sont prêts ponctuellement à monter très haut parce qu'on est en train, nous, consommateurs, de fragmenter notre consommation. La génération d'avant a été très monolithique dans son mode de consommation. Absolument. Elle achetait toujours à peu près le même niveau de gamme. La génération d'aujourd'hui est capable de formidables zigzags dans les niveaux de gamme, entre les niveaux de gamme, et dans lesquels il faut d'ailleurs pas chercher une rationalité parce qu'il n'y en a pas. Le consommateur est irrationnel, il faut le prendre comme il est. Mais voilà, Olivier Dauvert, j'allais vous demander comment est-ce qu'on l'explique ? Comment est-ce qu'on explique ce grand changement, ce tournant à 360 degrés ? Alors, il y a probablement un phénomène social qui prend sa source dans l'inquiétude que le consommateur met dans son assiette. Le CIAL l'a montré encore une fois cette année lors d'une étude qui a été présentée en amont du salon il y a à peu près 2 mois. On est, je crois, de mémoire à 80% des consommateurs français, mais tous les pays se retrouvent à peu près dans le même ordre d'idées, qui se disent inquiets, c'est le terme, du lien qu'il peut y avoir entre ce qu'il y a dans l'assiette et ce qu'il y a et leur santé. C'est beaucoup et c'est faux, parce que dans les faits, la sécurité alimentaire n'a jamais été aussi élevée. Sauf que si c'est le ressenti, il faut faire avec. Et donc, en fait, ce client, il est inquiet du début à la fin de son parcours d'achat. Et chaque fois qu'un commerçant ou que quelqu'un du hors domicile est capable d'apporter une réassurance quelconque, il l'entend et ponctuellement, il va même être prêt à monter très haut en termes de niveau de prix parce qu'il a besoin d'être rassuré sur la valeur des euros qu'il dépense. Si ça le vaut, le prix n'est plus un problème. Non, tout le monde peut le faire, au moins pour une toute... Mais si, il faut entendre ça. Il faut entendre ça. Tout le monde est capable ponctuellement de monter très haut. Chacun à sa mesure. Le smicard va peut-être monter sur un camembert au lait cru à 2,50 € alors que normalement il aurait acheté du président à 1,30 €. À sa mesure, c'est une explosion de son niveau de gamme. Chacun, à sa mesure évidemment, est capable de monter très haut. Ça s'appelle la fragmentation de la conso. Ça se voit dans les magasins. Alors nous, en hors domicile, on retrouve complètement cette réalité-là. Puis n'importe quel consommateur ici va se retrouver. La première, effectivement, pour rejoindre ce que disait Olivier, on est tout à fait capable dans un restaurant rapide de rajouter un premium de 80 centimes ou de 1,30 € parce que le sandwich est plus qualitatif ou qu'il me parle plus. Mais pour parler de cette irrationalité, je vais vous donner un exemple qui est flagrant. Aujourd'hui, un consommateur, sur sa semaine de consommation, il va se surveiller toute la semaine. Tous les midis, il va regarder où est-ce qu'il va manger, la quantité qu'il va manger, le nombre de calories qu'il aura pris, et puis également combien de plaisir il aura cumulé pendant la semaine. Il se sera surveillé au niveau nutritionnel du lundi au jeudi. Et le vendredi midi, il va péter les plombs. Tout d'un coup, il va se mettre à prendre une grosse assiette de fruits de mer ou se prendre une grosse assiette. Il va se faire un gros plaisir. Et c'est ça qui est complètement incohérent chez le consommateur. Déjà, pendant ma semaine, j'aurais visité plein d'endroits différents, aucune fidélité, une volatilité totale. Et puis ensuite, pendant ma semaine, je me serais surveillé. Puis à un moment donné, pour du plaisir, parce qu'il y a quand même une mention plaisir qui reprend le dessus, je vais devenir complètement irrationnel. Et ça, cette réalité, elle se retrouve aussi hors Allez-y, monsieur Dauvert. Tous les magasins ou les offreurs dans la restauration, par exemple, doivent être capables de répondre à ce grand écart permanent. D'un côté, des produits qu'on va placer dans le registre de l'utilitarisme. Je cherche l'efficience absolue,
le rapport entre la rapidité, la praticité, le prix, la nutrition éventuellement. Et à l'autre extrême, on va avoir la surimplication. Je vais être capable de passer un temps infini à choisir un produit pour un repas, alors que tout le reste de la semaine, j'aurais raconté que je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Et donc, cette irrationalité, il faut la prendre comme un point de départ, et non pas chercher à se dire, mais non, c'est comme ça. Amène à... Non, en fait, on est comme ça. On est ça. comme ça. Ouais, ouais. Le client est comme ça. Mais alors, Jean-Michel Balaguer, là, je me tourne vers vous, justement, en tant que groupement des mousquetaires. Vous, quand vous voyez ça, quand vous avez de l'irrationnel, mais que vous voulez en même temps garder les consommateurs, quand eux, ils sont inquiets pour la santé, mais qu'ils veulent en même temps se faire plaisir. Alors, on a plein de problématiques à prendre en jeu, en question. Comment est-ce que vous, concrètement, vous intervenez pour chacune de ces problématiques pour garder votre clientèle et leur offrir un panel d'aliments qu'ils vont pouvoir consommer chez vous, bien sûr? Alors, Olivier l'a dit, je crois que la question elle est extrêmement complexe parce qu'il y a une vraie irrationalité, il y a une vraie différence entre ce que les gens consomment effectivement du lundi au jeudi ou vendredi et les typologies de produits qu'on va vendre le week-end. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, il faut qu'on soit capable, nous, distributeurs, de faire plus de choix dans nos produits, d'avoir plus d'histoires à raconter et d'avoir une offre qui soit complète vis-à-vis du consommateur sans tomber dans les délires sur lesquels on peut tomber. Et comment vous allez le faire? Moi, j'étais il y a peu de temps en train de travailler sur mon rayon, par exemple, capsules de café de type Nespresso. Là, je regardais, j'avais 11 marques dans mon rayon. 11 marques. Qu'est-ce que vous voulez raconter au conso quand il est devant le rayon et qu'il a 11 marques devant lui? Et là, en l'occurrence, on a fait le choix de redescendre sur 3 marques. Et sur les 3 marques, j'ai rentré une marque suisse d'un produit local, à un super prix, avec une super gamme, avec du bio, avec plein de choses à raconter. Voilà. Et là, vis-à-vis de mes clients, j'ai à la fois un bon prix, j'ai un super produit et j'ai une histoire. Donc ça veut dire aussi limiter le nombre de clients, de partenaires. C'est ça aussi le futur? On est quand même au ciel et pas... non, mais attendez, pas de langue fédélique. Il y a trop de produits dans le rayon aujourd'hui. Il suffit. Mais non, mais heureusement qu'Olivier Dauvert est là. C'est de la mathématique pure et dure. Regarde dans ton bouclard, tu prends les références vendantes. Je suis certain qu'il y a la moitié des références qui ne sortent pas une fois par mois. Bon, ben celles-là, il faut se demander si elles ont vraiment leur place ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, la distribution est arrivée là, à la fin d'un cycle sur je rentre des produits tout simplement parce qu'il y a du pognon qui rentre en même temps, ça s'appelle des budgets de référencement. Et là, ce faisant, même si on le répète à longueur de convention, on n'a pas pensé client un instant. Oui. Et donc désormais, il faut s'attendre à ce que le mouvement de balancier revienne plus vers une offre construite. Jean-Michel Balaguer. Un exemple, par exemple, sur le point de vente, on a supprimé 90% des miels qui ne sont pas des miels locaux, en disant le miel, c'est un circuit court. On n'a pas besoin d'avoir un miel qui vient de Chine ou de Pologne. À un moment donné, on aura 2 squeezes pour faire plaisir à un moment donné à de la modernité à un client. Mais le reste, ça sera plus que du circuit court sur place. Et on arrive à trouver... Et vous avez perdu des ventes? Ah non, on n'a rien perdu du tout. Et on a une autre image, une autre histoire. Je vous ai dit qu'il était rebelle. On revient toujours sur la même chose, ce que vous disiez tout à l'heure. Une des réponses, elle est là. Oui, Par contre, ça veut dire que le miel, on accepte aussi d'en manger un peu moins ou de le payer un peu plus cher. Parce que manger mieux, c'est aussi manger plus cher? Parce que malheureusement, quand on va chercher certains circuits, on est obligé de rétribuer le juste travail. Et que c'est vrai qu'entre un miel qui vient de Chine et un miel qui vient du Jura, on n'est pas au même prix. Évidemment qu'on ne peut pas laisser à penser qu'on puisse mieux manger et de manière générale affirmer que ça coûtera moins cher. C'est juste impossible. Voilà, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Alors, c'est pas facile à porter comme argument quand on est distributeur, parce qu'ils sont tiraillés entre cette réalité sociale et de notre côté, le nécessaire positionnement prix de leur offre. Bon, cela dit, il y a ceux qui le disent publiquement et ceux qui le font. Et quand on voit ceux qui le font, on se rend compte aujourd'hui que ce mouvement, il est entamé. La rationalisation des assortiments, c'est une réalité. Jean-Michel Balaguer. Voilà, ce que vient de dire Olivier, la rationalisation est nécessaire. Et aujourd'hui, pour faire venir nos clients pour de la conserve ou de la lessive, on ne le fera pas. Donc à un moment donné, c'est en étant très très fort sur nos produits frais. Je vois par exemple, j'ai mis en place la cuisson du homard, la cuisson du tourteau, la cuisson du bulot, à la demande, sur place. Je veux dire, c'est aujourd'hui nécessaire, si vous voulez, à un moment donné. Sinon, vous avez quoi à offrir? Je veux dire, à un moment donné... On est en train de revenir sur une idée qui a été à la base dogmatique, dans le bon sens du terme, de la distribution pendant des décennies, qui est l'offre fait la performance. Il suffisait de rajouter des références, on gagnait du chiffre. Aujourd'hui, on a sous les yeux un nouveau format qui s'appelle le Drive, qui est l'antithèse de ça et qui le démontre. Le leader français du Drive, je vais lui faire offense un instant, mais il s'appelle Leclerc, il le sait.
il génère à peu près 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il va finir cette année à 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il a 7500 références. Ouais. C'est rien, 7500 références, c'est un quart, un cinquième de l'offre d'un magasin. Et c'est l'illustration en creux que c'est pas parce que j'ai une petite offre que je peux pas être performant. Alors bien sûr, avec le drive, je vais pas répondre à 100% des besoins. Et le client ira chercher des produits complémentaires, peut-être dans le magasin. Mais en tant que tel, une offre courte n'est pas un handicap commercial. Il faut sortir de cette pensée dominante qui est fausse. Nicolas Nouchi, justement, le futur, il est également dans les supermarchés, mais pas que. Hein. Il est aussi dans nos restaurants à l'heure actuelle, à l'heure de Deliveroo, notamment nos modes de livraison. C'est quoi les grandes tendances qui ont l'air de se Alors, les grandes tendances, vous allez les retrouver même vous-même en y réfléchissant 2 secondes, mais le principe est de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, la restauration, elle suit ces réalités-là. On les retrouve évidemment au travers de 3 grands phénomènes. Hein. Le premier, effectivement, c'est l'émergence accrue de la restauration rapide qui se matérialise aujourd'hui dans des rayons snacking de plus en plus travaillés en grande et moyenne surface. Et dans le monde entier. Hein. Et dans le monde entier, effectivement. Mais bon, ça, c'est quelque chose de récurrent qui revient au fur et à mesure du temps. Le second, c'est effectivement l'émergence de la gamelle au bureau. Aujourd'hui, ça représente 8% des occasions de déjeuner le midi. C'est quoi la gamelle au bureau? Alors, la gamelle au bureau, c'est quand vous n'avez trouvé aucune solution de restauration qui vous satisfait à proximité le midi. Vous allez vous préparer votre gamelle à l'avance et vous allez la manger sur votre lieu de travail. Comme autrefois. D'abord, comme autrefois, exactement. Avec toutefois des nouvelles velléités. La velléité de vouloir aller vite entre midi et 2 heures. La velléité de se dire, finalement, j'ai le plaisir de me préparer quelque chose qui me plaît. Et la velléité, finalement, avec un consommateur irrationnel, de se retrouver dans une réalité où, finalement, malgré une offre pléthorique, rien ne me plaît autour de chez moi. Ça, c'est quand même assez incroyable, mais bon, c'est une réalité qu'on retrouve, nous, dans ce qu'on mesure. La troisième, effectivement, vous l'avez mentionné, c'est les sociétés de livraison. Sociétés de livraison comme Deliveroo, Foodora et Feu Take It Easy qui a fermé il n'y a pas longtemps, parce que c'est quand même avant tout des startups qui fonctionnent par le biais de levée de fonds. Donc, ça renouvelle, ça redonne du regain à la livraison, ça redonne du regain à la restauration à table qui peut se faire livrer. C'est quelque chose d'innovant. Ça fait intégrer le digital et je pense qu'il faut qu'on en parle aussi dans le contenu. Et puis, ça fait créer des nouvelles approches qui étaient complètement folles. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui s'appellent comme type Frischti, qui sont des sociétés qui s'occupent uniquement de livrer un restaurant, mais qui n'ont pas de restaurant de façade. Donc, en fait, ce n'est que des cuisines centrales qui livrent avec un niveau qualitatif et un premium qui aujourd'hui est nécessaire aussi bien en grande consommation qu'en hors domicile. On retrouve cette nécessité d'apporter du premium, d'être qualitativement au-dessus de la moyenne et que le consommateur soit prêt à dépenser en plus. Olivier Dauvert, on parle de l'e-drive là, qui marche très très fort. On parle aussi de se faire livrer à la maison la nourriture par un mec qui est à vélo ou par un coursier, peu importe le mode de livraison qu'on utilisera. C'est quoi le futur de la livraison? Est-ce que c'est mieux un mec à vélo quand même. Hein. Vous trouvez? Alors, oui, c'est mieux pour l'environnement. Ouais, le futur de la livraison à domicile pour les courses alimentaires et non pas pour les repas, je fais une grosse distinction. Mais les courses alimentaires, on va dire, c'est votre fond de placard. Pardon. Les repas, c'est autre chose. Le futur de la livraison à domicile, pour ça, il est proche de zéro. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 20 ans que toutes les solutions existent, qu'on a tout testé. Certains se rappellent peut-être de Feu Télémarket. Aujourd'hui, on a Oura, on a Oushop, c'est le groupe Carrefour. On a Auchan Direct, c'est le groupe Auchan. Tout mouillé, chacune de ces entreprises, ça pèse 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le marché de la livraison alimentaire de courses à domicile, ça pèse moins de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le drive qui est parti il y a 7 à 8 ans, ça pèse déjà 5 milliards. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne sera jamais accepté par le consommateur français, qui ne valorise pas le service, c'est le surcoût. La livraison d'un panier de courses à domicile, ça coûte, que vous le vouliez ou non, entre 15 et 20 euros. Voilà. Donc, quel consommateur est prêt à survaloriser ses achats de 15 à 20 euros? Très peu dans les faits, sinon ce marché se sera déjà développé. Le drive s'est développé. Je me permets d'intervenir, il y a des enseignes qui proposent des livraisons gratuites. Mais oui, mais non, mais la question c'est alors dites-nous, quel est le revers de tout ça? La question n'est pas... Amazon va aussi rentrer là-dessus. Amazon arrive il faut très mettre bientôt. Un peu de, là pour le coup, de rationalité. La question n'est pas le nombre de gens qui font une activité, c'est la rentabilité de cette activité-là. Parce que finalement, c'est pas parce que vous avez beaucoup de soldats sur le terrain que vous allez gagner la guerre. Si en face, vous en avez qu'un, mais alors par contre, il est armé avec une bombe nucléaire. C'est le cas du drive. Le drive, pourquoi s'est-il imposé? Il nous rappelle cette règle immuable du commerce. Dès lors qu'on améliore la proposition de valeur pour le client, il adhère. Le drive, c'est le même prix que le magasin et du service en plus, puisqu'on me prépare mes courses. C'est normal que ça se développe. Il faudrait même être bête pour ne pas le comprendre. Ça ne me coûte pas plus cher et j'en ai plus pour mon argent. La livraison à domicile, certes, j'en ai plus parce qu'on me livre, mais ça me coûte entre 15 et 20 euros. Quand je vois quel niveau d'indice de prix, les parts de marché entre eux, elles se déplacent entre Leclerc, Inter, Auchan et les autres, 15 à 20 euros par occasion de consommation. Mais les clients qui peuvent se payer ça sont très peu nombreux.
ils sont à Paris 8e, ils sont à Levallois-Perret, à Neuilly, mais je lui prie de croire que dans sa région ou dans la mienne, qui est le Gers, ça ne marche pas. Jean-Michel Balaguer. Alors moi, je livre encore, mais il a complètement raison. Aujourd'hui, les clients ne veulent pas payer le service. Donc c'est pour ça que moi j'ai démarré avec la livraison à domicile en fait au moment des WooShop et des télémarkets, etc. Il y a déjà un bon moment. Et c'est vrai que le jour où le drive est arrivé, on a pris le drive pour une opportunité. Et aujourd'hui le drive c'est 8% de mon chiffre de magasin, alors que la livraison à domicile ça doit représenter un petit pourcent. Alors je fais rien non plus pour la faire exploser, hein, puisqu'effectivement les clients ne veulent pas payer. Donc c'est toute la répondre à votre difficulté. question, quand un opérateur dit livraison gratuite, c'est pas parce que le flux est réellement gratuit, ça n'existe pas. C'est parce qu'il a mis dans les prix de quoi payer la livraison. Donc il est passé de l'indice 100 à l'indice 120. Voilà, c'est aussi bête que ça. Nicolas Nouchi, qu'est-ce que vous en pensez avec l'arrivée d'Amazon sur le marché ? En fait, là, ça permet de vérifier en fait, la théorie d'Olivier. Effectivement, on va vérifier si, quand c'est gratuit, quand Amazon arrive avec son nouveau système Prime ou Prime, excusez-moi, je ne le prononce pas bien si je me trompe. C'est parfait, vous êtes parfait. Merci, vous êtes gentil. Mais donc, quand il va arriver avec ce système-là, qui, grosso modo, est assez révolutionnaire et très digitalisé, hyper digitalisé, est-ce que ça va changer? Si ça ne marche pas, alors effectivement, la théorie sera vérifiée parce que là, on a atteint, si vous voulez, le bout du bout des possibilités de livraison. Maintenant, il va falloir se poser la question de se dire, quand on a digitalisé, qu'on est allé au fond de ce sujet et qu'on a rajouté même un système d'abonnement, qui est aussi peut-être une réalité qui correspond au nouveau comportement de chacun d'entre nous aujourd'hui, eh bien, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire céder ou à intéresser le consommateur? Moi, de mon point de vue, j'ai toujours cette réalité, peut-être que c'est l'âge qui fait ça, mais c'est celle de dire que même si les générations évoluent, on a quand même de temps en temps envie d'aller dans le point de vente. Donc, effectivement, qu'on s'habitue tous les mois à renouveler son panier de consommation en payant un abonnement, c'est très facile, très urbain. J'habite dans le 12e, effectivement. À Paris, je suis sûr que ça marche très bien. Dans le Gers, à mon avis, je pense qu'il y aurait plus de difficultés. Olivier Dauvert, important de voir les aliments, de les toucher, de les palper, de se rendre compte d'un point de vue rationnel, peut-être cette fois, en tant que consommateur? Oui et non, suivant dans lequel des deux cadres je place les courses que je fais, l'utilitarisme ou l'implication. Encore une fois, le drive démontre que le client est tout à fait capable de déléguer à un préparateur le fait de préparer sa commande. Et notamment sur un sujet auquel on n'aurait pas pensé, qui est les fruits et légumes. Les fruits et légumes en drive ne sont pas sous-performants par rapport au magasin. La boucherie, elle l'est par exemple. J'imagine que c'est le cas chez toi aussi. Vous êtes d'accord, Michel Balaguer? Aujourd'hui, on arrive à effectivement vendre de tout en drive. Ce qui prouve qu'à partir du moment où le client a confiance dans le geste et qu'il n'a pas été déçu, parce qu'en gros, comme on le fait toutes les semaines de toute façon, ça revient vite pour dire j'ai été content ou j'ai été déçu. Vous voyez, il y a l'une des grandes enseignes françaises de la distribution qui s'appelle Carrefour, qui n'est pas bon en drive. Pourquoi? Parce qu'il fait la préparation de ses courses en drive dans les hyper, avec toutes les ruptures qu'il y a dans l'hypermarché. Et dans une commande sur 3, il y a pour le client au moins... les ruptures, Olivier Dauvert? Les ruptures, c'est un produit manquant. Donc quand vous faites vos courses dans un drive et que quand vous arrivez pour récupérer vos courses, on vous dit, même platement, même avec le sourire de la crémière, qu'on est désolé, il manque cet article, ben vous êtes déçu. Et donc là... La fois d'après, vous irez plutôt faire vos courses en drive chez Auchan ou chez Leclerc, admettons, ou chez Chronodrive, parce que chez Intermarché, encore que le store picking, puisque vous faites la préparation de commande vous aussi en magasin, génère automatiquement un peu de rupture. Voilà, moi, je général. Jean-Michel Balaguer. Mais il a... Allez-y. Il a raison. Maintenant, le côté déceptif du drive est extrêmement important. Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le client drive, chez nous en tout cas, il est le mieux servi. On va faire le plus attention sur les dates, on va faire le plus attention sur la qualité produit. Olivier Dauvert semble d'accord. Parce que, bien sûr, à un moment donné, on n'a pas envie qu'ils reviennent, on n'a pas envie qu'ils ronchonnent. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des paniers où quand vous avez un panier moyen du client à aller à 45 ou 50 euros, on est tout de suite sur plus de 100 euros, 100, 110 euros. Donc on est sur des paniers qui sont importants chez le client drive. Le client drive, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la famille en or. Parce qu'en gros, de manière un peu caricaturale, mais pas tant que ça, c'est papa, maman et des enfants en bas âge qui sont les clients type du drive. Et donc, de fait, c'est des gens qui sont surconsommateurs. Donc, il n'a pas intérêt de les décevoir parce qu'ils vont les surconsommer ailleurs. Et ils savent compter. Oui, bien évidemment. Nicolas Nouchi, je me tourne vers vous très rapidement parce que malheureusement, nous devons bientôt conclure sur cette émission passionnante néanmoins. Le digital, on en a parlé rapidement avec Amazon, mais c'est quoi vraiment le futur du digital dans ce mode de consommation? En fait, le futur du digital, il est déjà bien implanté dans la grande consommation. Il est en train de balbutier, de commencer tout juste en restauration. Il y a plein d'applis qui se développent, mais c'est tout juste un début parce que le restaurateur n'est pas encore habitué à utiliser son smartphone au quotidien.
La particularité, c'est de se poser la question, de se dire, en fait, à quel moment, quelle va être la frontière, enfin la limite, après laquelle le consommateur va tout faire avec son téléphone. L'intégralité de ses actes du quotidien. Il va commander, il va payer, il va téléphoner de temps en temps, mais la plupart de ses activités fonctionneront avec son smartphone. Donc, à partir du moment où le smartphone sera son seul outil, il n'aura même plus besoin de portefeuille, plus besoin de carte bleue, on n'aura plus que son smartphone, et bien là, il faudra se poser la question de se dire comment est-ce qu'il va fonctionner par rapport à ses achats en grande et moyenne surface ou à ses achats hors domicile. Jean-Michel Balaguer, ça vous interpelle? Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a tous l'impression que l'iPhone a 30 ans et il va peut-être fêter, il va certainement fêter très très fort ses 10 ans l'année prochaine. Donc, effectivement, il a complètement raison. Aujourd'hui, c'est rentré dans nos mœurs. Pour nous, c'est tellement normal qu'on a l'impression qu'on l'a toujours eu entre les mains. Un petit peu comme mon fils me demande si j'avais une télécommande pour allumer la télévision quand j'étais petit. Là, aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Je veux dire, aujourd'hui, on paye avec le téléphone, on fait tout. Ça sera la télécommande de la consommation et ça prendra corps dans les magasins, ce qui n'est pas encore le cas, le jour où le client sera passé sur le paiement avec le téléphone portable, parce que ça va rendre l'usage... Non, mais non, ça y est pas. Allez, mais non, attendez. Ça représente combien chez toi, le paiement par téléphone portable? Voilà, ok, 0. Mais c'est pas parce que la techno existe que la pratique est adoptée. Ce que je vous dis, c'est tant que la pratique n'est pas adoptée, le geste n'est pas banal. Le jour où ça le sera banal de payer en caisse, va se dérouler tout derrière des tas d'applications qui rendront le geste banal, y compris à son rayon boucherie, à son rayon épicerie. Ça sera la télécommande de la conso. En termes de temps. Parce que cette pratique, elle est incontournable. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on va y arriver. Je suis ni visionnaire, j'ai pas suffisamment de barbe, mais je ne dirige pas de start-up pour vous dire quand est-ce que ça va arriver. Mais ça arrive. Mais ça va arriver. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il faudra se poser la question, même les gens hermétiques comme moi, ou comme n'importe quelle génération autour, devra forcément fonctionner par ce biais-là. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Vous avez tous les trois été très animés. Olivier Dauvert, Jean-Michel Balaguer et vous, Nicolas Nouchi. Les émissions, elles, continuent sur Ciel TV tout au long de ce salon assez exceptionnel. Et les débats, il va y en avoir, alors restez bien avec nous.